Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la place du comic shop en France. Et pour ce faire, j'accueille Kader de Comic Zone. Bonjour Kader, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, je ris parce que c'est la deuxième fois qu'on fait la prise. Voilà, mais maintenant on part dans les conditions du direct parce que c'est un peu ce que j'avais demandé avant de faire cette émission. Donc voilà, on part sans filtre et sans s'arrêter à partir de maintenant. Donc je me présente, je m'appelle Kader, je suis sur Lyon, je lis des comics depuis à peu près l'âge de 5-6 ans. Je suis cofondateur d'une association qui s'appelle BD Ciné Goodies, que certains d'entre vous doivent connaître puisqu'on gère notamment le FCBD en France. J'ai aussi cofondé un forum qui s'appelle Marvel Custom, et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir puisque ça permet à tous les passionnés qui s'intéressent aux produits dérivés et aux comics de partager leur passion. Et en 2010, donc, j'ai ouvert une librairie spécialisée comics sur Lyon, qui s'appelle donc Comic Zone, et qui avait la particularité, qu'il l'a toujours en fait, de gérer uniquement du comics, de proposer du comics, et surtout de proposer tout le comics. Donc voilà, Comic Zone, c'est un comic shop tel que je l'ai rêvé à la base, c'est-à-dire avec un très grand choix, et à la fois sur le comics VF et sur le comics VO, et puis avec des titres qui sont épuisés mais qu'on garde, etc. Enfin bref, on a 36 000 références en stock environ, donc voilà. Kader, peux-tu nous expliquer ton rôle et tes fonctions au sein de Comic Zone, et surtout, êtes-vous do it yourself? Alors, oui, on a tout appris sur place avec mon épouse. Moi, j'ai une formation dans la com, donc j'avais une boîte de com, je gérais ça. Et quand on a décidé de créer Comic Zone, il a fallu tout faire. Et tout faire quand t'es pas libraire, ça veut dire être à tous les postes et tout apprendre, en faisant des erreurs, en faisant des choses bizarres parce que tu as un regard neuf et que tu n'es pas du métier, donc tu apportes des solutions un peu spé. Donc voilà, on a vraiment appris tout seul au début. On a été rejoint après par des libraires qui ont intégré l'équipe, qu'on forme et à notre métier et au métier de libraire. Et mon rôle aujourd'hui, puisqu'il a énormément évolué, consiste essentiellement en fait à la gestion du site internet. Donc tout ce qui va être amélioration technique, ergonomie, etc., communication autour de la boutique en ligne, les relations fournisseurs qui me prennent énormément de temps, les commandes fournisseurs pour la VO, et les affaires financières parce que Comic Zone a bigrement grossi et Comic Zone a une petite sœur depuis 9 mois maintenant et que ça prend beaucoup de temps. Selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Les avantages, c'est que tu es entouré alors déjà, par les produits que tu affectionnes, sinon, si tu n'aimes pas le comics, faut pas se mentir, ça pue un peu. Faut vraiment aimer ça. Donc si tu aimes le comics, tu es entouré de ça, donc c'est toujours cool. Mais c'est surtout, tu es entouré de gens bienveillants. Dans le comics, il y a beaucoup de gens qui sont profondément bienveillants. Individuellement, les gens sont cons que en groupe. Individuellement, les gens sont bien. Et dans le comics, on le ressent bien. Donc dans un comic shop, on arrive très vite à avoir une relation presque familiale, et quelle que soit la taille de la librairie. Je pensais au début qu'en agrandissant la librairie, on allait perdre le côté convivial et le côté famille, clan, etc. qu'on a avec certains clients, puisque beaucoup de clients sont devenus de vrais proches, etc. Et en fait, non, ça s'agrandit, on a juste plus d'amis, beaucoup plus de gens qui se rencontrent à la librairie. Je te dirais que pour moi, ça, c'est le vrai avantage d'un lieu comme Comic Zone. L'inconvénient, c'est le temps que tu passes au travail. Aujourd'hui, on est une équipe de 6 personnes, donc ça va un peu mieux. Mais quand j'ai démarré, c'était 14-15 heures par jour, 6 jours sur 7, avec comme salaire moins 500 € par mois. Puisqu'en fait, je donnais des sous régulièrement à la société pour qu'elle puisse vivre. Donc mon salaire était en négatif pendant 3 ans.
Donc les inconvénients, c'est oui, le temps que tu y passes, l'argent que tu n'y gagnes pas, parce qu'on ne s'enrichit pas en vendant des comics, hein, vaut mieux vendre des kebabs, la marge est meilleure. Mais les avantages, ouais, c'est les rencontres avec les gens, et puis tu apprends vraiment plein de choses, quoi. Moi, je suis plus je suis dans cette boutique et plus je m'ouvre au monde, c'est vraiment une expérience que je regrette pas d'avoir tenté, et je suis heureux de la partager avec ma femme tous les jours, tu vois. Comment se passe l'arrivée d'un nouveau titre chez Comic Zone? Peux-tu nous expliquer un peu le parcours du comics, du moment où un commercial vous propose un nouveau titre jusqu'à son arrivée chez Comic Zone? Je vais te le faire en deux fois, parce qu'on va séparer la VO de la VF, puisque ça ne se passe pas du tout de la même façon. Donc pour la VF, ça se passe comme dans toutes les librairies classiques. Donc on a la visite d'un représentant qui vient nous présenter son catalogue. En général, c'est 3 mois avant la première sortie, et on travaille 3 mois d'un coup. Donc s'il vient au mois de mai, eh ben, on va travailler juillet, août, septembre. Donc on va commander jusqu'à 6 mois à l'avance. Et en général, donc il nous présente son argumentaire qui est souvent, dans le comics, souvent faux ou pas assez étoffé. Donc les représ ont pris l'habitude de passer à Comic Zone avant de faire le reste de leur tournée, quand il y a du comics, pour avoir les bons argumentaires pour pouvoir le vendre derrière, puisque en général, c'est nous qui leur expliquons ce qu'il y a dans le comics. Mais bon, concrètement, on les reçoit avec Christopher, qui est libraire chez nous depuis quelques années. Donc on étudie tout le catalogue. Quand c'est un nouveau titre, donc un one-shot ou un numéro 1, et ben, en général, nous, on a un avantage sur les autres libraires, c'est qu'on l'a lu en VO. Donc on sait est-ce que ça vaut, est-ce que les gens en ont pensé. Donc on va déterminer une quantité en fonction de ça. Et si c'est un numéro à suivre, un 3, un 4, un 5 dans une série, on va tout simplement consulter les chiffres des ventes des numéros précédents pour prendre au moins la même quantité, si ce n'est plus, etc., quand il y a des changements de run, etc. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, la commande est passée au représentant, qui lui va la transmettre à sa maison de diffusion, qui va la transmettre aux distributeurs, qui vont nous livrer le jour de la sortie grâce à un réseau de transport qui s'appelle Prism. En fait, c'est un truc formidable pour la librairie. En fait, c'est une société qui va récupérer les colis de tous les distributeurs et qui va les palettiser en fonction des libraires. Donc moi, j'ai 3, 4, 5 distributeurs chez qui je commande. Tout va être livré chez Prism. Prism fait une palette et me livre tous les jours la totalité de mes commandes de tous les distributeurs. Donc je ne multiplie pas les transporteurs, les bons de commande, les machins, etc. Donc tous les matins, en général, vers 10h30, 11h, on reçoit une palette avec, comme dans toutes les palettes, il y a plein de cartons, et dans chaque carton, il y a plein de bouquins. Donc on ouvre ces cartons, on les compte, on les traite, dans le sens où on vérifie l'état. Très souvent, sans balancer, sans faire le méchant, hein, mais ça vient pas forcément d'eux, mais bon, chez Urban, très souvent, on a beaucoup d'abîmés. Ça vient du fait qu'ils ont voulu faire un objet assez beau, assez noir, mat, etc. Et du coup, tous les coups, toutes les traces se voient. Donc, on trie tout ça. Beaucoup de perte de temps et d'argent, puisqu'on a payé pour que ça vienne, et puis après, on va payer pour que ça reparte et que ça revienne. Donc, on élimine une bonne partie de notre stock comme ça. Ensuite, on les réceptionne au niveau informatique. C'est-à-dire qu'on va valider les quantités qu'on a bien reçues, on va faire nos réclamations pour tous ceux qui sont abîmés, qui sont manquants, etc. Donc là, c'est des échanges de mails classiques. À partir de ce moment-là, le bouquin est en stock physiquement et au niveau informatique dans la librairie, il ne lui reste plus qu'à trouver sa place. Donc chez nous, on a des tables de nouveautés qui sont au centre de la librairie. On a la chance d'avoir, je crois, quelque chose comme 60 emplacement de piles nouveautés, donc ça laisse quand même le temps à chaque bouquin de se vendre, et on a un système en fait qui fait que les nouveautés glissent vers le fond petit à petit.
C'est-à-dire que quand elles arrivent, elles sont bien devant, mais elles restent sur la table de nouveautés, puis elles se décalent petit à petit en fonction, en remplacement des autres, etc. Ensuite, eh ben, vous avez un monsieur le client, comme toi par exemple, ou toi qui nous regarde, qui va soit l'acheter physiquement, donc il va avoir certainement besoin d'un conseil et on est là pour ça, soit passer commande sur le site internet. Et c'est là où ça se complique, parce que si c'est sur le site internet, c'est mon épouse qui gère les expéditions, elle tolère aucun défaut sur les bouquins avant de les expédier. Et elle n'a pas tort, un mec qui est en boutique peut voir l'état du bouquin et décider de lui-même s'il l'achète ou pas. Quand tu achètes en ligne, tu t'attends à ce que le truc il soit vraiment nickel. Donc elle se fait chier à sélectionner les bouquins, etc., les emballer, ça prend énormément de temps, appeler les clients s'il y a le moindre souci avec un petit bouquin, et les expédier pour enfin découvrir chez le client que le transporteur a fait n'importe quoi, a pas livré à la bonne adresse ou a défoncé le colis, etc. Donc ça devient déprimant au bout de chaîne, mais tout le reste du processus c'est assez fun. Donc ça c'est pour la VF, c'est un parcours classique du livre. Pour la VO, et c'est là où ça se complique, donc si vous avez de quoi noter c'est le moment, la VO ça fonctionne avec un système de preview. Donc on a un gros catalogue qu'on reçoit qui est édité 2 mois avant parution. Donc à partir de ce preview, nos clients, chez nous, là je parle uniquement pour Comic Zone, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous, nos clients ont des bons de commande faits spécialement pour ça, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir consulter le preview et indiquer s'ils veulent tel numéro, tel album, ou s'abonner à telle série dans le preview. Donc ça c'est la première étape, ça dure 3 semaines en général, ils peuvent le faire à la boutique sur papier ou sur le site internet avec un formulaire en ligne. Une fois que tous les clients ont passé leur commande, moi je récupère ces données-là, qu'on insère dans un petit logiciel maison. Donc c'est une bonne journée en général pour traiter tous les previews. Ensuite le petit logiciel va mouliner et va me dire combien il faut commander de chaque truc pour les abonnés, pour ceux qui veulent qu'un exemplaire, etc., etc. Mais sur un preview, on a à peu près 900 titres qu'on va traiter. Donc ça donne une somme de travail colossale. Donc ça, c'est juste pour la base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les commandes clients, les abonnements, etc. qui sont faits, là, on va pouvoir commencer à travailler nous. C'est-à-dire qu'on se réunit, en général, toute l'équipe. Donc Christopher, Florian, Laurence, moi-même. On ouvre le catalogue. Et on regarde, page par page, les 484 pages du preview, et on regarde, titre par titre, les auteurs, les artistes, le thème, etc., ce que les artistes ont fait avant, combien de clients attendent ce titre-là, etc., pour extrapoler, parce que quand on prend une décision d'acheter un titre à 5 exemplaires, on ne le vend pas, c'est 5 exemplaires qui restent physiquement à la boutique et qu'on a acheté. Donc c'est de l'argent perdu et de la place perdue. Tu multiplies ça sur un mois, en général, où on se plante, il nous reste toujours entre 400 et 500 titres. 500 singles par mois. À 4 € le single, etc., la place, etc. Donc c'est un moment qui est très, très, très long. On va tout étudier, les variantes, etc. Et une fois qu'on a décidé, qu'on a finaliser les commandes, donc on les valide en ligne pour presque tous les éditeurs, sauf DC Comics qui a décidé de quitter Diamond, et donc c'est un processus encore plus complexe et à part, et très chiant, puisque du coup ça rajoute 2 jours de travail. Une fois qu'on a validé tout ça, les commandes sont en route. Sauf que en VO, on peut encore modifier nos quantités. Donc toutes les semaines, il faut se tenir à jour, voir quel titre est modifiable en quantité, etc. Parce que tu peux avoir des clients qui veulent se rajouter sur tel titre, ou finalement tel artiste est désisté sur tel titre, tu sais que ça va être un flop, il faut vite baisser les quantités, etc. Donc en gros, tu restes à l'affût pendant 1 mois, 2 mois pour les sorties VO. Et quand elles arrivent, eh ben, tu reçois chaque semaine, on reçoit en général entre 100 et 120 titres par semaine, des fois avec des quantités de 3 à 4 pour certains titres,
qui concerne que des clients en particulier. Puis des fois, on est sur 100 exemplaires pour un titre. Tu vois, là, Moon Knight, par exemple, juste avant ma prise de congé, on est à 100 exemplaires sur Moon Knight, 80 sur Batman, etc. Donc, on reçoit tous ces comics-là. Et là, maintenant, la galère commence. Parce qu'il faut compter les comics, les étaler. Donc, il faut trouver la place d'avoir 100 et quelques emplacements pour tous bien les voir, traiter tous les abîmés, faire les réclamations, ensuite regarder toutes nos commandes et nos abonnements. Donc pour info, ça représente à peu près 16 pages A4 qu'il faut traiter avec chaque client, les réservations qu'il a, etc. Une fois qu'on a traité toutes les réservations, mis en casier, parce que chez nous on a des systèmes de casier comme à la Poste en fait, puisqu'on a à peu près 480 abonnés sur les séries VO. Donc je te laisse imaginer le nombre de casiers et un peu le temps que ça prend à ranger tout ça. Donc on range tous les comics dans leur casier. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à réceptionner au niveau informatique tous les comics et ensuite les réserver au niveau informatique tous ceux qu'on a mis dans les casiers. Donc ça rajoute encore une charge de travail. Une fois cela fait, ça nous laisse un stock de disponibles qui va être mis dans la boutique et en simultané sur le site internet. Ensuite, on va protéger ces comics-là parce que chez nous, tous les comics sont sous polybag. Donc on ne les met pas en rayon comme ça, sinon ils s'abîmeraient beaucoup trop vite. On les étiquette. Donc la manutention pour un single à 3 € ou 4 €, elle est énorme. Avec une marge rikiki, puisque sur un single tout fini, on doit être à entre 40 et 70 centimes de marge. Donc sur le nombre de manutentions, c'est ridicule. Et ensuite, on les met en avant sur nos rayons. Donc on a la chance d'avoir un pan de mur de 4 mètres, presque 5 mètres sur 3, qui est plein de facings de nouveautés. Donc c'est juste énorme, on a énormément de nouveautés en single. Et voilà, et puis on indique donc comme ça que les nouveautés sont arrivées à la boutique. Donc on a des news qui se font sur le blog, sur la page Facebook, sur le Twitter, etc. Et là, c'est comme un microcosme qui prend vie, c'est-à-dire dès que tu lances la news, et ben il y a plein de petites vies qui s'activent et qui disent ah ben moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Et là, le plaisir commence. C'est-à-dire que là, on va te demander ça, tu l'as lu, ça, t'en as pensé quoi, etc. Mais avant d'arriver là, c'est énormément de galères et énormément de temps. T'est-il déjà arrivé de refuser un nouveau titre chez Comic Zone? 2 ou 3 fois. Une fois parce que l'éditeur, que je ne citerai pas, n'avait pas les droits. Donc voilà, pour moi c'était hors de question. Et puis là en plus, je ne pouvais pas passer à travers, je connaissais l'ayant droit, donc ça c'était la première raison. La deuxième raison, le deuxième titre que j'ai refusé, c'est parce que l'éditeur était malhonnête. En France, il y a la loi sur le prix unique du livre qui est fixée par l'éditeur. Donc quand vous achetez un bouquin 10 €, c'est parce qu'il est vendu au libraire 10 € et que sur ces 10 €, l'éditeur, du moins le distributeur, va lui faire une remise après. Mais le prix de vente reste 10 €. Et c'est le même pour tout le monde. On a le droit à une marge de 5% de plus ou de moins. Donc de plus, ça peut être dans les endroits touristiques ou peu accessibles, etc. Puis de moins, c'est chez n'importe quel libraire, en général, vous avez une carte de fidélité de 5%. Donc la marge, elle se situe là-dessus. Et cet éditeur-là, en fait, avait sorti ces bouquins qui étaient donc en nouveauté sur son propre site à moins 50%. Donc j'ai appelé mon distributeur en lui disant « Ah ben j'ai vu que chez tel distributeur, il y avait la promo sur la nouveauté où j'en avais commandé 10. Finalement, à moins 50%, je vais en faire profiter mes clients, je vais en prendre 50. » tu vois. Et il n'était pas au courant de cette promotion que l'éditeur en fait faisait uniquement sur son site internet pour ses propres clients, ce qui est complètement illégal. Donc du coup, j'ai annulé en fait
l'intégralité du catalogue de cet éditeur-là. Voilà. Donc, depuis ce jour, il n'y a plus un seul titre de cet éditeur-là chez nous. Mais c'est tout. En fait, j'ai pas appris le métier de libraire, comme je t'ai dit, à l'école, etc. Mais je pars toujours du principe que s'il y a des règles, c'est pour qu'elles soient partagées par tout le monde. Et si elles ne sont pas partagées par tout le monde, les choses ne peuvent pas fonctionner. Tu vois, c'est pareil sur la route, etc. Il y a des règles, on les respecte, tout va bien. Et donc je ne supporte pas, en fait, oui, on va appeler ça comme ça, les tricheurs, en fait, les gens qui se permettent de contourner les règles quand ça les arrange, et puis de crier au scandale quand c'est contre eux. Moi, j'essaye de respecter les règles tout le temps, et je le paye, hein. Je le paye, vraiment. Mais c'est l'éducation que j'ai reçue. J'ai rarement refusé un titre parce que je le trouvais mauvais. Si je le trouve mauvais, j'en prends qu'un. Et si on me demande mon avis, je dis que je l'ai trouvé mauvais. Mais je ne peux pas interdire à mes clients de... Voilà, c'est comme ça. Chacun lit ce qu'il veut, même si c'est de la merde. Le comics, de façon générale, vise un public spécifique de passionnés et de collectionneurs. Quels sont selon toi les avantages, les inconvénients, voire les risques d'être à la tête d'un magasin spécialisé? Le gros avantage d'être à la tête du moins d'avoir un comic shop comme Comic Zone, c'est que beaucoup de clients viennent chez nous après avoir essayé chez les autres. C'est-à-dire que tu découvres tout seul dans ton coin, tu découvres en commandant sur Amazon parce que tu as vu la vidéo d'un mec, tu découvres en passant dans une librairie sur une rue hyper passante, etc. Mais derrière, si tu as envie de continuer et que tu commences à poser 2-3 questions, quand tu as un silence radio en face, bah, tu vas te tourner vers les gens qui peuvent t'apporter les réponses. Donc nous, c'est vrai qu'on est bien placé de ce côté-là, c'est-à-dire que sur Lyon, tout le monde sait que si tu veux des choses un peu pointues ou suivies en comics, il faut venir chez nous. Mais tous les autres libraires ont fait l'effort d'augmenter leur rayon comics, et c'est très très bien parce que grâce à eux, j'ai plus de clients. En fait, non mais c'est vrai, c'est les vases communicantes, c'est comme ça. C'est-à-dire plus tu mettras d'offres à disposition, et plus la demande va se faire. Donc ça, c'est un gros avantage pour nous. Et l'inconvénient, c'est qu'on me demandait souvent mais vous vendez pas de manga, vous vendez pas de manga. Ben non, je vends pas de manga, j'y connais rien en manga. Il y a des boutiques spécialisées en manga. Bon, et on s'est rendu compte que dans le quartier, en fait, c'était 5 fois par jour. Et j'ai un client qui est devenu un ami, qui me prend la tête depuis des années pour qu'on ouvre une librairie manga ensemble. Et du coup, bah, comme j'ai le nez fin, en octobre, je lui dis « Ah bah tiens, allez, j'ai un deuxième local à côté de la boutique, on va faire côté manga. » Donc on l'a ouvert en octobre, et 2 jours après, on a été confinés. Parce que j'ai le sens, en fait, du timing. Et voilà. Mais côté manga se porte très très bien. Et on retrouve chez côté manga la même chose que chez Comic Zone, c'est-à-dire uniquement du manga, du conseil, un esprit famille. Et en fait, bah, ça cartonne. Moi, j'y connais vraiment rien, donc je les laisse faire absolument ce qu'ils veulent parce que ça serait malvenu de ma part de leur donner des conseils sur la gestion d'un stock en manga. Mais voilà. Donc, l'inconvénient, c'est ça. C'est que quand tu es hyper spécialiste, et bah, tu es hyper spécialiste, donc tu n'as que ta spécialité. Mais l'avantage, c'est qu'on a besoin de toi et on te le fait sentir. Et moi, j'ai souvent des confrères qui m'appellent, même pour des prises de commande ou des choses comme ça, tu vois, pour me demander mon avis sur tel ou tel titre ou m'envoyer tel ou tel client qui a besoin de quelque chose de plus pointu. Donc, non, c'est un vrai kiff d'être un hyper spécialiste. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis heureux. Pourrais-tu nous expliquer les différences entre un comic shop US et un comic shop français? On a ce qu'on appelle dans les comic shops, dans tous les comic shops, normalement, on a des back issues. Donc les anciennes sorties. Dans pratiquement tous les comic shops du monde, ces back issues ont disparu des rayons. Donc en single issue, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les sorties mensuelles en fait en floppy.
tous les anciens numéros sont revendus à des soldeurs ou gardés pour un stock internet. Il n'y a plus rien en boutique. Tout le monde mise sur le TPB, le trade paperback ou le hardcover, etc., donc les albums. Nous, chez nous, on a décidé de garder un maximum de back issue en rayon. C'est une connerie stratégique, économique et commerciale. C'est juste que j'ai décidé et point barre. Et voilà. Et ma femme aussi. Et on ne contredit pas ma femme, donc c'est comme ça. Donc nous, on a tous ces back issues. Tu vois ce que tu vois chez Big Bang Theory, là, le petit truc avec $1 comics. Avec un comic shop, si tu n'as que ça, tu vis pas longtemps. Donc nous, c'est énorme. On a dû faire des meubles sur mesure pour ça. Je sais qu'à Paris, Central Comics, par exemple, a fait également un îlot central qui est assez bien fourni avec les back issues. Mais à part ça, dans le monde, il n'y a plus de back issue. Donc la grosse différence, elle va se situer là-dessus, c'est-à-dire l'offre des anciens numéros, la disponibilité des anciens numéros. Après, en fréquentation, en France, on est bien. On est bien. En tout cas, à Comic Zone, on est très bien. Nous, on a autant de fréquentation et de chiffre d'affaires qu'une librairie de bande dessinée classique du centre de Lyon. Et on n'est pas au centre de Lyon. Donc non, on est bien. Aux États-Unis, c'est en chute de vitesse parce qu'il y a d'autres systèmes qui se mettent en place, parce qu'il y a des distributions directes, etc. Qu'il y a des titres qui sont disponibles que chez Walmart, par exemple. Donc, ils perdent, en fait, physiquement, ils égarent la clientèle, parce que si je dis ils perdent, on pense à perte, mais non, ils égarent la clientèle dans plusieurs lieux, etc. Mais chez nous, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, ces 10 dernières années, on a vu, je crois, une dizaine de boutiques spécialisées comics se monter en France. Et elles sont encore debout. Donc voilà, je ne vais pas te donner de chiffres parce que je ne les connais pas, je ne vais pas te raconter des flancs, mais voilà, ça se passe bien. Selon toi, est-ce que c'est un défi d'être face à des chaînes de magasins telles que Fnac et Cultura qui peuvent viser un public plus large, notamment avec des rayons jeux vidéo ou encore DVD Blu-ray par exemple? Non, c'est pas du tout un défi pour moi. Alors, honnêtement, Fnac et Cultura, ça fait longtemps que je les considère plus comme des libraires en tant que quantité. Après, les libraires qui travaillent chez Cultura, il y a de vrais bons libraires chez eux. Mais ils n'ont pas les moyens de faire leur travail, quoi, hein. Ils décident de rien, etc. Donc c'est super chiant. Mais non, eux, c'est pas... Ouais, je considère pas ça comme de la concurrence. C'est des supermarchés, ils vendent de tout, ils ont bien raison, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, donc voilà. Non, c'est ni un défi, ni rien. Ils existent. Tu vois, je les ai intégrés au FCBD. On s'était posé la question pendant très longtemps. Le FCBD, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Free Comic Book Day, donc une journée où on distribue des comics gratuits à tout le monde. Et on s'était vraiment posé la question si on intégrait Fnac et Cultura dans le réseau FCBD. Et bah ouais, parce qu'il y a des endroits où il n'y a que la Fnac ou que Cultura. Donc bien sûr, on ne va pas leur interdire de participer au FCBD. Mais en dehors de ça, tu vois, sur Lyon, ils font de la concurrence à personne. Alors effectivement, ils ont tué tous les vendeurs de DVD, ils ont racheté Darty, donc tous les vendeurs d'électroménagers. Mais le livre, on a cette loi sur le prix unique du livre qui a fait que toutes les librairies s'en sortent, qu'elles soient toutes petites ou très grosses. C'est-à-dire, quand vous achetez votre bouquin, vous le payez le même prix, quel que soit l'endroit où vous l'achetez. Il faut arrêter de croire qu'il est moins cher chez Amazon, ou sur le net, ou machin. C'est le même prix. Et bientôt, en plus, ça sera vraiment le même prix, parce que le gouvernement a avancé un amendement qui est en cours d'étude et qui devrait être mis en place à la rentrée, normalement, sur les frais d'expédition. C'est-à-dire que partout en France, aucun libraire, que ça soit Comic Zone, la petite bulle de mon quartier ou Amazon, ne pourra expédier un livre moins cher que le coût fixé par la Poste. Donc si la Poste nous dit c'est 4,20 € le prix d'un colis avec un livre,
et ben tout le monde devra s'aligner sur 4,20 €. Et tu payeras ton livre exactement le même prix partout, frais de port compris. Ça va sauver des entreprises. Et face à des géants de la vente en ligne tels que Rakuten ou Amazon, est-ce que le e-commerce est un véritable problème pour toi? Ah non, c'est une solution le e-commerce, c'est pas un problème. C'était une solution déjà à la base, hein, dans les années 2000. Il y a plein d'endroits où il n'y avait pas de librairie, tout court. Donc Amazon, premier libraire du monde, ouais, pas de problème, hein. Quand ils ont débarqué, ils étaient que libraires. Et ils livraient partout dans le monde. Donc c'était quand même vachement bien. Faut arrêter de cracher sur les trucs. Il y a 10 ans, trouver du comics en France, c'était pas si aisé. Donc merci Amazon. Hein. Moi j'ai plein de bouquins qui sont derrière moi, qui viennent de chez Amazon. Parce que c'était ça. On n'avait pas le choix. Donc aujourd'hui, tout le monde crache sur Amazon, au bout méchant, etc. Regardez un petit peu derrière vous, hein, tout le monde a mangé chez Amazon. Moi, je considère pas qu'ils me prennent des parts de marché ou que je vais leur prendre de parts de marché. On travaille pas sur la même chose. On n'est pas sur le même marché du tout. Par contre, il y a des choses qui sont hyper intéressantes chez Amazon ou chez les autres à voir sur leur système d'expédition, sur leur système de gestion clientèle, etc., leur service client. Et ben moi, j'essaye juste de piquer les bonnes idées, en fait, et de les adapter à notre faible niveau, parce qu'on ne pourra jamais avoir un service client comme Amazon, etc. Mais tu vois, nous, on part du principe qu'un client qui n'est pas content, c'est pas normal. Donc, on fait tout pour qu'il soit content. Mais ça, c'est un truc avant Amazon. Honnêtement, j'avais jamais vu ça avant eux. Tu vois, j'ai 50 balais, donc j'en ai vu des boutiques et puis des sites e-commerce se monter. Voilà, ils ont un service client qui est irréprochable. Et ben on s'est dit, voilà, ça c'est la force d'Amazon, c'est la satisfaction client. Chez nous, on l'a en physique, il faut qu'on l'ait sur le net. La navigation sur un site internet, tu regardes toutes les boutiques du monde, aujourd'hui, elles ressemblent aux boutiques Amazon. En termes de navigation. Donc, on leur pique des choses, ils inventent, ils ont les moyens, ils avancent, et puis après, bah, on en bénéficie. Effectivement, sur le bouquin, des fois, ça fait rager quand tu te dis, ouais, mais ils payent pas leurs impôts en France. Effectivement, et ça, c'est pas normal. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec les règles. Mais c'est un autre débat. Le service Amazon en lui-même, il est bon. Après, l'idéologie... le fait qu'ils gagnent de l'argent en vendant nos données plus qu'en vendant des bouquins, ça me fait chier. Tu vois, je préférerais à la limite qu'ils gagnent de l'argent sur mes côtelettes quand j'achète une casserole. Mais non, ils gagnent de l'argent parce qu'ils savent comment je m'appelle, ce que je consomme, etc. Mais bon, voilà, nous on avance, on essaye d'offrir le meilleur service possible, puis on s'inspire de ce qui se fait de bien ailleurs, et puis on essaye d'inventer des choses chez nous. As-tu ressenti une diminution de la fréquentation des comic shops en France depuis quelques années? Pas du tout. Au contraire, elle est vraiment exponentielle. Nous, on s'est toujours considéré comme une boutique de quartier. Donc c'était à mi-chemin entre le comic shop hyper spécialisé et l'épicier de quartier. C'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde puisse venir commander son roman ou son livre de droit pour le gamin ou machin, puisque je suis libraire, et que je les amène vers le comics en même temps parce que je suis un chétan, c'est-à-dire dès que tu mets le pied chez moi, j'ai envie que tu lises du comics. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et du coup, non, on a eu énormément de clientèle qui vient, qui revient. Et du coup, on a découvert, grâce à ces clients, de nouveaux catalogues. Tu vois, il y a toujours des niches en graphic novel, etc. Donc on étoffe tout ça. Il y a des niches au rayon jeunesse. Notre rayon jeunesse, il a été multiplié par 10 en 2 ans. Et en fait, on trouve toujours des choses à ajouter, etc. Et du coup, il y a plein de nouveaux clients qui viennent. Beaucoup de fidèles, énormément de fidèles, et énormément de familles. Marvel fait beaucoup de bien, en fait, à la lecture grâce aux séries, pas du tout grâce aux films. Les films, c'est vraiment... Tout le monde adore, personne lit, c'est clair. Par contre, WandaVision, Winter Soldier et surtout Loki,
Là, on le voit bien. Et DC, alors c'est là où je vais me fâcher avec tes auditeurs, c'est peut-être parce que les films sont mauvais que les gens viennent se laver l'esprit après, mais on vend énormément de bouquins, d'albums DC après la sortie d'un film, même si le film est très 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 mauvais. Et donc non, on a une fréquentation qui est en hausse, pour l'instant, qui est en hausse constante ou qui stagne sur certaines périodes, mais si tu prends année après année, chez nous en tout cas, c'est une hausse, oui. Qu'est-ce qui influe là-dessus selon toi? Il y a tout qui influe. Aujourd'hui, la planète, elle s'est réduite considérablement, c'est-à-dire que tu es proche de tout, tu as accès à tout, et du coup, tu as envie de tout. Moi, quand j'ai ouvert mon comic shop, il y a une dame qui est passée devant, c'était donc il y a 11 ans, et j'avais une statue de Gollum, et une maman africaine qui parle, et j'ai pas compris ce qu'elle disait, mais j'ai capté le mot Gollum. Et je me suis dit, waouh, elle connaît le Seigneur des Anneaux, elle connaît Gollum. Donc, tu vois, c'était l'événement. Aujourd'hui, j'ai pas une mère ou un gamin ou n'importe qui passe devant la boutique sans nommer toutes les statues qu'on a dans la boutique. Ben, tout le monde connaît tout. Donc, au bout d'un moment, tu as ceux qui ont envie d'en savoir plus. Et puis, tu as les autres. Ben, les autres, on finit toujours par leur en offrir un et puis ils découvrent après. Mais c'est vraiment un tout. Internet, ça a fait du bien, ça fait beaucoup de mal, mais ça fait aussi beaucoup de bien. Donc voilà, les films, les séries, les dessins animés. Netflix, c'est énorme ce que Netflix a fait pour l'édition. Que ça soit pour le comics, le manga, le roman. Si tu prends le succès de Lupin ou du jeu de la dame, par exemple, c'est des trucs extraordinaires. Donc, ouais, on est rentré dans cette ère de cross-média où tout vit tout le temps et autour de nous, quoi, et du coup, bah, ça donne envie. Aujourd'hui, on voit beaucoup de comic shops vendre des goodies, des statuettes et des figurines. Pourquoi cette évolution? Alors, c'est pas une évolution. C'est pas une évolution, c'est-à-dire que depuis toujours, il y a toujours eu la poupée de Superman dans un comic shop. Il y a toujours eu, en fait, la représentation physique des personnages ou des héros imaginaires vendus à côté, parce que c'est un achat complémentaire. On a, il y a quelques années, si je dis pas de conneries, presque 30 ans maintenant, un mec qui s'appelle Randy Bowen, que certains connaissent, a sculpté des personnages de BD de manière hyper précise. C'était la stricte représentation des personnages de BD. C'était pas de l'humanisation ou une appropriation, etc. C'était vraiment ce que tu voyais en 2D qui est passé en 3D. Ce mec-là, il a eu la licence chez Marvel, il a fait 380 statues et bustes, etc. Ça a démocratisé l'objet de collection haut de gamme, mais démocratique. C'est-à-dire que sur une étagère, quand tu as un buste ou une statue Bowen, tu as quelque chose de fidèle au dessin, vraiment fidèle. Et grâce à ça, bah, plein de gens se sont mis à avoir des petits objets de collection, un ou deux, et puis bah, à lire ces comics, etc. Mais où est-ce que tu achètes ces objets, en fait? Tu vas pas les acheter à Carrefour, tu vas pas les acheter chez Toys R Us, parce que c'est pas des jouets, c'est de la collection. Et les seuls endroits qui vendent ces objets de collection, c'est soit 2 ou 3 boutiques à travers le monde qui sont spécialisées dans les objets de collection. Et donc là, tu as l'impression de rentrer dans un temple, tu sais, où le moindre jouet en plastique coûte 30 ou 40 balles. Tu te dis, c'est pas pour moi. Ou alors, tu as les librairies spécialisées qui vont te mettre ça. Mais si tu vas dans une librairie BD classique, tu vas avoir de la para-BD en vitrine, tu vas avoir du Gaston Lagaffe, etc. De tout temps, on a eu besoin de... Alors, là, tu peux pas le voir parce que juste, en fait, derrière toi, du moins pas derrière toi, mais derrière toi virtuellement, il y a une vitrine avec plein de bustes et statues. Et c'est vrai que quand je la regarde, eh ben, je dis pas que ces persos prennent vie, mais ils existent quand même. Et j'ai une aventure avec chacun de ces persos, que ce soit quand je l'ai lu, ou quand je l'ai acheté, ou quand on me l'a offert, etc.
En gros, c'est un peu comme sur les dédicaces. Tu achètes et tu ramènes chez toi le souvenir d'un moment. Et quel meilleur endroit qu'un comic shop pour ramener un souvenir d'un moment avec un héros. C'est là où tout commence. Quelle est ton opinion vis-à-vis du marché de l'occasion? Est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre? Je peux pas ne pas aimer l'occasion. Je suis un fan de Conan, Conan the Barbarian, Dracula, Vampirella, etc. Conan, les premiers Conan chez Marvel, tu peux pas les avoir neufs. Si tu les veux en occasion, forcément. Donc je serais égoïste et hypocrite en te disant non, surtout pas l'occasion, venez chez moi acheter du neuf. Donc non, l'occasion, il y a deux marchés de l'occasion qui sont importants. Il y a le marché de la collection, donc pour tout ce qui va être livres rares, singles rares, etc., qu'il faut préserver et qu'il faut éloigner des faux vendeurs, des faux comptes et des faux produits. Parce que c'est normal qu'un livre coûte cher quand il y a 800 personnes qui le veulent et qu'il n'y a qu'un seul bouquin. Bah, oui, effectivement, le prix augmente. C'est comme ça. Donc, l'occasion, tu as ce parti-là. Et tu as un deuxième marché qui est hyper important pour moi, qui est l'occasion de... le casual occasion, pour pas dire l'occasion d'occasion, qui va être, j'ai lu ce bouquin, il me plaît pas, bah, je veux le revendre, je veux m'en racheter un autre. Ça, chez nous, on l'a fait pendant longtemps. Par manque de place, on ne le fait plus. Mais c'est vraiment par manque de place. Mais je trouve que c'est hyper important de reprendre les bouquins et puis pouvoir se les échanger, etc. pour moins cher, plus cher, etc. Enfin bref, de revendre ces bouquins pas cher pour que d'autres puissent les découvrir, c'est important. Donc l'occasion, c'est, je dirais, c'est la troisième vie du bouquin. Parce que la première, c'est quand tu l'achètes. Après, c'est quand tu le prêtes. Et après, c'est quand tu le revends. Ou quand tu le donnes. Mais il faut passer par prêter avant de le donner ou de le vendre. Parce que si vous faites que le revendre, c'est pas cool. Prêtez-les. Et le comics dématérialisé, pour ou contre? Je peux pas être contre. C'est comme si tu me demandais si t'es contre le téléchargement illégal. C'est illégal? Bon, bah, je suis contre. Par contre, le téléchargement légal, je suis pas contre. Mais je télécharge beaucoup. Non, je regarde beaucoup en streaming sur Netflix, Disney, machin. Mais j'achète après mes Blu-ray, ceux qui me plaisent. Et j'ai énormément de clients qui soit lisent les trucs avant l'arrivée en boutique et viennent les acheter après, soit sont abonnés à Marvel Unlimited ou des choses comme ça, pour la VO, ou Sino, etc., pour avoir un gros background, en fait, pour pas cher. Moi, j'ai essayé, c'est-à-dire que j'ai des applis sur mon tel, etc., j'ai des comics, j'arrive pas. Mais c'est perso, tu vois, je suis... la liseuse, j'y arrive pas, sur ma table de nuit, c'est des romans, c'est pas une tablette, quoi. Mais après, je comprends le côté pratique, le côté économique, je comprends et j'accepte tout, c'est juste, personnellement... je sais pas si tu en vois, mais en fait, j'ai des piles de trucs comme ça, là, tout le temps, à côté de moi, mais j'en ai plein, et ça sent, tu vois, et puis ça fait du bruit, et tu peux te couper avec, tu vois, il y a une vie, mais après, bah, c'est clair que c'est pas le même prix, hein, avoir une bibliothèque en papier et avoir une bibliothèque numérique, vive le numérique, hein, pour le pognon. Kader, cela fait des années que tu es dans le métier et tu as maintenant une clientèle fidèle. As-tu constaté une évolution, un changement des modes de consommation vis-à-vis des comics au sein de ta clientèle? Qu'est-ce que vous vendez le plus? La VF, la VO, le softcover, le hardcover? Alors, le mode de consommation, je te dirais non, parce qu'on a toujours eu tout type de consommateurs, des gens qui sont hard readers, tu vois, qui veulent... qui lisent leur série, qui en démordent pas, des gens qui veulent toucher à tout, des gens qui viennent que quand il y a un film qui sort et, pour avoir le bouquin du film. Tout ça, on l'a toujours eu. Donc les modes de consommation n'ont pas trop évolué. Je te dirais, ce qui a vraiment évolué, c'est la vision des non-lecteurs de comics par rapport à un comic shop, en tout cas par rapport au nôtre, parce que voilà, c'est devenu un établissement respectable. Et je t'assure que ça, c'était pas gagné. Parce que
on a dû changer de local, on a dû investir énormément dans la déco extérieure, etc. Parce que les gens ont toujours eu cette crainte, cet a priori à passer le cap du comic shop, etc. qui faisait très clan, très société secrète, tu vois, machin. Enfin bref. Donc ça a évolué. Donc les modes de consommation, pas trop. Et du coup, je me souviens plus de la deuxième question qui était si ce qu'on vend le plus. Et ben je te dirais, ça dépend, mon cher monsieur. Ça dépend de ce qui sort. Techniquement, alors c'est clair qu'on notre gros du travail est quand même sur la VF. Parce que même si je suis un profond défenseur de la VO, et qu'on ne comprenne bien pas parce que c'est la pureté du truc ou machin, c'est juste qu'en VO, en fait, c'est le lecteur qui choisit ce qu'il va lire et pas l'éditeur. C'est juste ça. Et moi, en tant que libraire, je voulais offrir le maximum de choix aux lecteurs et donc leur dire, bah voilà, ce que vous avez envie de lire, je vous l'apporte. Quand c'est de la VF, bah, c'est les éditeurs qui font un travail formidable et qui choisissent les titres qu'ils vont éditer. Là, tu as accès à tout chez nous. Mais c'est vrai qu'on vend beaucoup plus de VF que de VO. À titre d'exemple, Arline, qui est un des rares, je crois le seul comics sur Harley Quinn que j'ai vraiment aimé. En VO, on a dû vendre 50 exemplaires. Quand en VF, on est autour de 200. Tu vois, on n'est pas sur les mêmes chiffres. Mais bon, oui, on vend le plus, c'est de la VF, bien sûr, et souvent, c'est du comics qu'on n'attendait pas, tu vois. On a fait comme tout le monde, hein, il y a 2 ans, notre plus grosse vente, c'était Ramirez. Voilà, Nico, qui habite à côté de la boutique, c'est le champion à Comic Zone en 2019, ouais. Voilà, mais après... on vend énormément de photoniques, mais parce que c'est mon histoire et que c'est l'amitié avec Siro qui passe souvent à la boutique, etc. Donc effectivement, si tu regardes nos chiffres de vente, oui, on vend beaucoup de photoniques, on vend beaucoup de micros, on vend beaucoup de choses comme ça, on vend beaucoup d'artistes éditions, on vend beaucoup d'omnibus, mais ça dépend vraiment de ce qui sort, tu vois. Heurtix, quand c'est sorti, c'est clair qu'on a cartonné les premiers omnibus, la réédition, le Alpha Omega en VO, en VF, parce que c'est une série que j'adore. Je sais que là, on va vendre énormément d'omnibus Conan au mois d'octobre, parce que c'est le meilleur run de tous les temps sur Conan, et que la boutique est tenue par moi. Donc c'est clair qu'on va vendre du Conan. Mais après, voilà. Dans ma vidéo sur la place des comics en France, Max Faraday évoquait notamment le fait que les collections et les séries ne soient pas réellement claires pour les nouveaux lecteurs. Penses-tu que les nombreux reboots, les changements de statu quo, les nombreux numéros 1 et les hausses de prix participent à une évolution des habitudes de ta clientèle ? C'est pas clair pour personne. Pas que pour les nouveaux lecteurs, hein, les numérotations, les reboots, etc. Honnêtement, ça aide pas. Marvel avait eu une super idée il y a 8 ans en faisant les Point One, tu vois, en se disant, bon, on va mettre un gros 1 sur la couverture pour dire c'est un point d'entrée, donc nouveau run, nouveau changement, etc. Ça a fait un flop. Ça a fait encore plus de confusion. Parce que les gens achetaient un numéro 1 qui était le 25 et machin, mais ils voulaient quand même le numéro. Quoi que tu fasses dans le comics, en fait, tu pourras pas rendre les choses simples. Tu peux pas simplifier 75, 80 ans d'existence d'un perso. Moi, il se passe pas une semaine où j'ai les gens qui me demandent le premier numéro de Superman, la première apparition de Spider-Man, etc. Comme si c'était important de savoir ce qui s'était passé dans ce bouquin-là pour pouvoir apprécier une autre histoire. Tu vois, c'est comme si je te disais, mais tu peux pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans ta ville puisque t'as pas vu ce qui se passait à New York en 83. Tu t'en fous. Tu peux apprécier ta vie. Et ben là, c'est pareil, apprécier les histoires. Et les éditeurs se retrouvent avec un vrai dilemme en France, c'est qu'ils essayent de nous faire passer par des points d'entrée, donc de changement de collection, de reboot, etc., mais tout en gardant les impératifs des éditeurs.
des Marvel, DC, etc. Et ils sont vraiment dans une impasse, c'est-à-dire que si vous pensez ou vous espérez qu'un jour ça va être simple, c'est mort. C'est mort. Contrairement au mangaka, le perso appartient à la maison, à l'éditeur. Donc il y a 80 artistes sur le même perso, sur la même série, c'est pas un problème. Vous avez des séries qui recommencent au numéro 1 parce qu'on a envie, parce qu'il y a un film, parce qu'il y a un attentat, parce que n'importe quoi. Et ben voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Le seul conseil que je donnerais par rapport à ça, c'est d'essayer de s'orienter soit vers un type d'histoire qui vous plaît, juste l'histoire, vous ne vous préoccupez pas des antécédents, de l'avenir, du machin, du moment, ou soit de faire comme certains, c'est-à-dire d'aller suivre des auteurs, des couples d'auteurs et dessinateurs, parce qu'en général ça fonctionne bien, et ce qu'on aime sur une œuvre, ça va fonctionner sur l'autre œuvre, et on sera capable de la comprendre, même si on n'a pas lu les 40 numéros d'avant, et même si on ne lit pas les 60 numéros d'après. Faut arrêter avec ces collections à rallonge qui servent à rien et que la plupart ne lisent pas en plus. Vous lisez les trucs qui vous intéressent. Donc voilà pour ça. Et après, le prix, bah, je te dirais, c'est la vie, mon bon monsieur. Tout augmente, mais là, je fais pas mon vieux con. Tout augmente vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, je me suis découvert une passion pendant le Covid, c'était de fabriquer des meubles. Donc, voilà. Moi, comme je travaille pas assez, 15 heures par jour, le week-end, je fais des meubles. Donc, j'achète du bois. Et le bois, bah, il a pris 200% en un an. Le papier est issu du bois. C'est la petite leçon d'histoire, pour ceux qui ne savent pas. Donc, le papier augmente, l'encre augmente, les coûts de transport augmentent, tout augmente. Et quand on voit que les éditeurs réajustent une fois par an, souvent sur du 50 centimes, etc., en rognant leur marge, parce que crois-moi, vraiment, à chaque fois qu'on augmente de 50 centimes, c'est que le coût a augmenté d'1,20 € ou d'1,50 €. Donc, c'est comme ça, tout augmente, sauf nos salaires. Tu disais un peu plus tôt que les séries étaient un réel bienfait pour les comics. Et pourquoi pas les films? Eh ben, la série a le même mode de consommation que le comics. C'est du périodique. Donc tu regardes un épisode, t'as un cliffhanger, t'as envie de voir la suite. Un épisode, cliffhanger, la suite. Un épisode, cliffhanger, la suite. Souvent, c'est pas les mêmes réals sur les épisodes, comme sur le comics, où on n'a pas souvent les mêmes équipes, etc. Les séries ouvrent le champ des possibles, en général, dans l'univers... chez Marvel, en tout cas, c'est très, très réussi. Je ne vais pas parler des séries DC, parce que j'ai pas accroché, en fait, au Arrowverse, etc. Donc je suis incapable d'en parler correctement. Mais tu vois, une série, même une série, allez, on va dire, très seconde zone, comme Runaways, par exemple, chez Marvel, eh ben, moi j'ai eu des gens qui ont vu Runaways et qui sont repartis avec l'intégrale de Brian K. Vaughan. Tu vois, tu te dis, bon, bah c'est cool, t'as envie de savoir qui sont les parents, d'où vient le méchant, etc. La série se consomme comme le comics, ou le comics se consomme comme la série. Donc, t'es moins dépaysé. Le film, c'est expendable, c'est un gros spectacle, tu vois, t'as payé, t'es machin, et puis c'est tout, t'en veux pas plus. C'est-à-dire que demain, tu vas pas aller voir l'autre film, forcément. La série, quand t'es au numéro 2 ou 3, accroche-toi pour pas aller à la fin, hein. La situation sanitaire a mis en défaut les librairies et donc Comic Zone. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un comic shop est un commerce essentiel? Là, tu vas mettre le doigt où ça fait mal. C'est-à-dire que ça a mis à mal pas longtemps. Honnêtement, ça a mis à mal pas longtemps. Les librairies SP ont toutes bien géré la crise. Parce que on a une clientèle hyper fidèle. Et c'est notre socle. Donc, ça, plus les aides du gouvernement, tout le monde s'en sort bien. Tu vois, les aides, elles ont compensé toute la clientèle de passage et nos socles sont restés là pour nous aider. Moi, j'ai écrit une tribune quand tous mes confrères demandaient à ce qu'on soit reconnu commerce essentiel pour qu'on puisse ouvrir. J'ai appelé à la non-réouverture des librairies. Parce que en fait, moi dans ma librairie, ceux qui travaillent, c'est des gens que j'aime bien.
C'est des gens que je considère comme ma famille. Et j'avais pas envie qu'ils soient en danger. Donc je te resitue le truc, hein. On est au début du confinement. Nous, on apprend avec ma femme, on ne peut pas aller retravailler. C'est-à-dire qu'on est sur la route pour rentrer à la maison, on entend l'allocution de Macron et il nous dit eh ben, vous restez fermés. Ça fait un choc. Mais je vois des gens souffrir dans ma famille, dans les amis. On a vu des gens mourir du Covid, pas mal, trop. Donc pour moi, mettre en danger mes salariés, c'était hors de question. Être obligé de rouvrir, je voyais ça plus comme un danger inacceptable en fait. Alors peut-être parce qu'on avait travaillé nos trucs et que le click and collect fonctionnait déjà chez nous, tu vois, on avait déjà les systèmes qui étaient mis en place, on avait un gros socle d'habitués, etc. Et que j'étais dans le flip, j'avais peur de perdre tout ce qu'on a monté, mais toute cette peur, en fait, elle était rien par rapport à la peur de vraiment de mettre en danger Christopher et Flo et les livreurs que j'adore et qui viennent à la boutique toutes les semaines, et mes clients, etc. Donc voilà, j'ai fait partie, en fait je crois que j'étais le seul d'ailleurs à écrire ça, et à soutenir tous les libraires, et pas les patrons de librairie, qui demandaient la même chose, parce que c'est eux qui sont en face du public. Moi je suis tranquille dans mon bureau, hein, je vois personne, j'ai pas de masque, en plus, tu vois, je suis dans mon bureau, je m'en fous. Eux, toute la journée, ils se tapent un masque, ils se tapent machin, etc. C'est une période inédite. Il faut qu'on agisse avec, j'allais dire avec intelligence, c'est beaucoup, mais au moins qu'on essaye de pas faire trop les cons, tu vois, et pas mettre le danger là où il n'a pas besoin d'être. À partir du moment où on a été déclaré comme commerce essentiel, moi j'y ai vu deux choses. J'y ai vu le danger pour les petites librairies, en fait, de ne pas se relever. Parce que commerce essentiel veut dire commerce non frappé d'une interdiction administrative, donc bénéficiant d'aucune aide. Plus de chômage partiel et plus aucune aide. Donc c'est toi et t'as des merdes. Donc toutes les toutes petites librairies qui étaient déjà fragiles pendant au tout début, etc., et qui ont dû rouvrir sans aide, mais sans client, tu vois, là, c'est pour eux que je m'inquiète. Mais après, que la culture soit un bien inaliénable, c'est clair. Que tout le monde puisse avoir accès à la culture, c'est clair. Mais il y a des gens qui meurent. Tu vois, je sais pas comment ne pas être grossier, en fait, vraiment. Parce que moi, j'ai un ami qui a perdu ses deux parents la même nuit pendant que lui, il était dans le coma. Tu vois, tu rentres à l'hôpital dans le coma et tu te réveilles 2 mois plus tard, orphelin. Donc, j'ai une relation un peu particulière avec ça. Et du coup, tu vois, si je devais fermer ma librairie demain et être à la rue pour sauver des gens, ben, je le fais demain. Tu vois, rien à foutre d'être essentiel. Tu vois, il y a des choses plus importantes. Ça, c'est la minute, je casse l'ambiance. En tant que gérant d'un comic shop, comment perçois-tu l'impact et l'importance d'un vendeur auprès des clients habitués et des néophytes? Alors, dans un bon comic shop, il n'y a pas de vendeur. Il y a des libraires, il y a des conseils, mais il n'y a pas de vendeur. L'importance du libraire est primordiale, que ça soit pour un néophyte ou pour un lecteur chevronné, le mec qui a 50 ans de comics derrière lui. Le libraire a une fonction primordiale, c'est l'écoute et l'analyse. C'est-à-dire que quand on reçoit quelqu'un, et quand je dis recevoir, parce que on a pris l'habitude d'accueillir les clients comme si on les recevait à la maison, tu vois, on les reçoit réellement. Quand on accompagne cette personne dans la librairie,
notre premier travail, notre première mission, c'est de l'écouter et d'essayer de comprendre qui il est et ce qu'il aime. Et à partir de là, notre devoir, c'est de lui faire lire ce qu'il n'aurait pas pensé à acheter. Parce que si tu rentres dans ma librairie avec un t-shirt Superman et que je te vends Red Son, effectivement, je suis un vendeur et je devrais bosser à la Fnac. Si tu rentres dans ma librairie avec un t-shirt Superman et que je te vends Strange Fruit, par exemple, peut-être que la discussion a fait que on s'est dit que ce qui t'intéressait, c'était de défendre les opprimés, etc., et pas forcément le fait d'être surpuissant, blond, etc. Donc nous, notre travail, c'est l'écoute, l'analyse, et c'est primordial, vraiment, pour un néophyte. T'imagines le mec qui rentre dans une librairie, comme ce qui est arrivé à ma femme il y a quelques années. Oui, ça fait longtemps qu'on est mariés. Et qui va me chercher un cadeau à la Fnac, en disant au vendeur, là pour le coup, puisque c'était pas un libraire visiblement, voilà, j'aimerais lui offrir un bouquin, qu'est-ce qu'il aime? Il aime beaucoup Marvel. Ok, et il lui sort un long Halloween. Et elle lui dit, mais non, il n'est pas trop DC, il est vraiment Marvel. Et il lui dit, bah oui, c'est du Batman, c'est du Marvel. Voilà. Elle n'a plus remis les pieds à la Fnac, elle l'a perdu, et elle sait rien acheter pour elle, bien sûr, parce que qu'est-ce que tu as demandé conseil là? Donc, tu vois, écouter les gens, c'est primordial, et puis leur apporter ce qu'ils attendent pas, c'est le plus important. Dernière question, Kader, que penses-tu de l'évolution de l'industrie du comics depuis que tu gères un comic shop, et comment l'imagines-tu dans le futur? Je trouve que c'est devenu un peu du grand n'importe quoi. C'est une course à qui mieux. Tout le monde sort une foultitude de titres. Il n'y a plus aucune stabilité presque de nulle part, ni sur les équipes créatives, ni sur les titres, ni sur les idées, ni les maisons d'édition, etc. On a des contre-exemples, bien sûr, des choses qui fonctionnent toujours bien. Des vieux dinosaures comme Spawn, par exemple, avec un McFarlane Recordman maintenant, au Guinness, etc. Qui a eu raison de garder son truc tel quel, parce que ça fonctionne. Mais l'industrie du comics, en fait, elle part vraiment dans tout et n'importe quoi. Le comics, ça a toujours été un média de propagande. Dès le début, dès les premiers funny, etc., on se moquait des puissants, etc. C'était pour dénoncer quand Superman est arrivé. C'était aussi pour rappeler qu'un immigré sur une terre d'asile peut être un bienfait. C'était pas seulement, c'est pas parce que t'es juif que t'es mauvais, quoi. Tu peux aider le monde, etc. Donc le comics a toujours été un média de propagande, et il y a quelques éditeurs et pas maisons d'édition qui s'en souviennent, et donc qui dans leur ligne éditoriale continuent à glisser discrètement des petits messages, etc. Intéressants ou complètement décalés, mais bon. Mais la plupart des autres éditeurs font une course à la production. Et en France, sur les adaptations et les traductions, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on inonde le marché en espérant avoir une part de gâteau qui se dilue à fur et à mesure qu'on l'inonde, parce que le budget d'un lecteur, il n'est pas extensible à souhait. Donc je dis ça à tous mes potes éditeurs, Thierry, Sully, etc. Si vous regardez, 2-3 titres par mois, c'est bien. C'est bien. On a un éditeur qui s'est rendu compte de ça, du coup, un éditeur français, qui adaptait des titres, etc. C'est Glénat, qui a monté en puissance, passé un temps, a inondé le marché, puis finalement on s'est rendu compte que c'était un peu n'importe nawak. Et donc là, maintenant, ils reviennent à 1-2 titres tous les 2 mois. C'est largement suffisant. Mais l'évolution du comic, je le vois vraiment plus sur les toutes petites maisons, comme Tikio, etc., qui vont finalement bouffer des parts de marché de façon presque
presque microscopiques, mais qui vont se multiplier de façon à donner beaucoup de toutes petites maisons d'édition. On a beaucoup d'auto-édition grâce aux plateformes de participation, etc. Donc tout ça, ça enlève des parts de marché, ça va pas chez les distributeurs, donc ça arrive pas dans les comic shops non plus, hein, pour la plupart, mais ça va chez le lecteur. Et donc c'est de l'argent qui n'ira nulle part ailleurs. Donc toutes ces petites éditions-là accumulées, à mon avis, elles peuvent changer la donne. Donc là, je sais pas quand la vidéo va sortir, mais je te donne un scoop. Il va y avoir une librairie qui va s'ouvrir à Lille, ou qui s'est ouverte à Lille, je sais pas quand ça sort, spécialisée dans l'auto-édition de comics. Et du coup, tous ceux qui n'ont pas pu participer aux campagnes Ulule, etc., ou qui voulaient attendre que le produit sorte, vont pouvoir l'acheter dans cette librairie spécialisée-là. Mais surtout, ça veut dire que tous les auteurs qui veulent sortir un bouquin savent qu'ils vont pouvoir le vendre directement dans cette librairie-là. C'est la première qui s'ouvre comme ça. C'est un ami à moi qui l'ouvre. Je lui souhaite beaucoup de réussite. C'est un gros pari. Mais si ça marche, ce genre de librairie, je suis sûr qu'on va en voir de plus en plus. Et si on a les réseaux de distribution pour l'auto-édition, le comics, il va finir comme ça. Il va finir comme il a commencé, c'est-à-dire de façon presque sous le manteau, etc., mais de partout. Donc beaucoup de petites choses. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais c'est un peu comme ça que je vois l'avenir du comics. En tout cas, que j'aimerais que le comics devienne, parce que là, ça devient n'importe quoi. Kader, merci énormément pour ta participation. Je te laisse conclure avec le mot de la fin. Chrome. Par Chrome. C'est ça le mot de la fin. Il n'y a que Chrome qui existe. Lisez du Conan. Lisez... Ah mais si je dis lisez, ça... je paye des droits? Non, il est sympa le comic. Mais non, mais il a un bon truc. Il a un bon truc, on va le dire quand même. Lisez, lisez et lisez. Et surtout, prêtez, prêtez et prêtez. Il n'y a qu'en prêtant vos comics que vous allez faire de nouveaux lecteurs. Et si vous faites plein de nouveaux lecteurs, il y aura plein de bonnes choses. Et s'il y a plein de bonnes choses, tout le monde est gagnant. Et que penses-tu de un grand comics implique de grandes lectures? Je sais pas comment je dois te répondre à ça, parce que moi, un grand comics, c'est un grand comics par la taille. Ah oui, pour moi, un grand comics, c'est un grand scénario surtout. Et un bon comics implique de lecture profonde. Et surtout, n'oubliez pas que le comics, c'est un média de propagande. Donc, ne soyez pas choqués de voir des homos, des lesbiennes. Ne soyez pas choqués de voir des musulmans, des noirs ou des juifs, des pauvres, des handicapés, être les protagonistes, voire les héros de ces histoires. Ne soyez pas choqués d'avoir des religions différentes que la vôtre quand vous lisez un comics. C'est une histoire et elle est là juste pour vous ouvrir au monde. Et si vous devez lire qu'un seul comics pour ça, je vous conseillerais de lire Dieu crée, l'homme détruit. Ça, c'est mon mot de la fin. Dieu crée, l'homme détruit.